En ces jours tumultueux où la jeune République française affrontait les puissances coalisées de l'Europe, la figure de Napoléon Bonaparte, alors encore général d'apparence frêle mais d'une ambition ardente, se dressait peu à peu dans l'imaginaire de ses soldats comme le symbole d'une destinée irrésistible, et parmi les épisodes les plus marquants de cette montée vers la gloire, la victoire à la bataille d'Arcole occupe une place singulière car elle fut autant un triomphe militaire qu'un acte de volonté presque démesuré. Et pour en saisir toute la portée, il faut se replacer dans le contexte de la campagne d'Italie où les armées françaises, malgré leur enthousiasme révolutionnaire, manquaient de tout, souffraient de la faim, marchaient avec des chaussures usées et portaient des uniformes en lambeaux, tandis que l'ennemi autrichien, mieux ravitaillé, s'appuyait sur des positions fortifiées et se croyait assuré de repousser les Français vers les montagnes. Mais Bonaparte, animé d'un génie tactique précoce, entendait déjouer ces certitudes par la rapidité, l'audace et la capacité de surprendre, et ainsi, lorsque arriva le mois de Brumaire de l'an 5, correspondant au dernier jour du mois de novembre de l'année 1796, il conçut un plan inattendu visant à couper l'armée autrichienne du général Alvinci en deux et à la forcer à reculer vers l'est, de sorte que la confrontation décisive se dessinerait non pas dans de vastes plaines ouvertes, mais dans la région marécageuse entourant le pont d'Arcole, un lieu que peu de commandants auraient donc choisi pour livrer bataille, mais que Bonaparte transforma en théâtre d'un coup d'éclat stratégique, et ce fut dans ce paysage de canaux brumeux, de digues glissantes et de roseaux frémissants sous le vent froid de l'automne que se joua l'un des épisodes les plus racontés de sa carrière naissante, car les Autrichiens, bien installés dans leurs retranchements au-delà du pont, pensaient que le terrain même était leur meilleur allié, tandis que les Français de la division Augereau, puis ceux de Masséna, tentaient à maintes reprises de franchir les digues pour déborder les positions ennemies. Mais chaque tentative se heurtait à un feu nourri de mousqueterie et d'artillerie qui faisait vaciller les colonnes françaises. Et pourtant les soldats avançaient, portés par l'énergie d'un général qu'ils sentaient prêt à tout risquer, et lorsque Bonaparte, comprenant que la bataille se jouait là dans un instant fragile entre l'hésitation et l'élan, saisit un drapeau, s'avança vers le pont sous la mitraille et cria à ses hommes d'avancer. Il donna au combat une dimension presque mythique, même si la réalité était beaucoup plus chaotique. Car les tirs ennemis furent d'aussi violents que le général fut renversé dans un fossé et manqua d'être capturé, tandis que les grenadiers qui l'entouraient tombaient en grand nombre. Mais malgré cette confusion, l'élan moral produit par son geste galvanisa les troupes qui redoublèrent d'efforts pour contourner l'ennemi en exploitant les digues latérales, ce qui commença peu à peu à faire fléchir les positions autrichiennes. Et pendant ce temps, Bonaparte, couvert de boue mais indemne, retrouvait son cheval et réorganisait ses colonnes pour une nouvelle attaque, car il savait que l'enjeu dépassait largement ce simple pont de planches battues par le vent. Il y voyait l'occasion d'arracher l'avantage décisif dans la campagne d'Italie, et plus encore de prouver que sa méthode faite de vitesse, d'improvisation calculée et de volonté inébranlable pouvait vaincre des forces supérieures dans nombre. Ainsi, la journée s'étirait, marquée par des charges, des contre-charges, des tirs à bout portant dans les marais, et l'odeur âcre de la poudre qui se mêlait à l'humidité stagnante, tandis que les tambours français tentaient de maintenir le rythme de l'assaut en martelant leurs caisses détrempées, et les officiers, souvent à pied tant le terrain rendait la cavalerie difficile à employer, encourageaient sans relâche leurs hommes épuisés. Et pourtant chaque mètre gagné était payé par des pertes douloureuses, car les Autrichiens défendaient le pont avec acharnement, conscients que céder ici ouvrirait la voie à un mouvement enveloppant qui mettrait en péril l'ensemble de leur dispositif. Et pendant ce temps, Bonaparte, observant le champ de bataille depuis une digue légèrement surélevée, tentait de deviner les intentions d'Alvinci, persuadé que ce dernier, croyant les Français en difficulté, lancerait bientôt une contre-offensive pour les rejeter définitivement des marais, mais le général français comptait justement exploiter cette réaction, car en attirant les Autrichiens vers le centre, il espérait permettre à ses flancs de les tourner et de menacer leur ligne de communication. Et pour cela, il fallait tenir, continuer à attaquer le pont, faire croire que l'effort principal se concentrait là, tout en préparant discrètement un mouvement plus large, si bien que les heures passaient et que la lumière déclinait, et dans cette atmosphère de tension extrême, Bonaparte ne cessait d'envoyer des aides de camp, transmettant des ordres rapides, réajustant les positions, exigeant de ses officiers la même endurance et la même flexibilité tactique qu'il s'imposait à lui-même, et à mesure que le crépuscule se rapprochait, les Autrichiens,
épuisés également par leurs efforts répétés, commençaient à faiblir, ouvrant la perspective d'un renversement que le général français espérait depuis le début de la journée. Car pour lui, la bataille d'Arcole n'était pas seulement un affrontement ponctuel, mais la clé d'une manœuvre plus vaste destinée à briser la résistance autrichienne en Vénétie, et dans cette lutte, où chaque geste semblait dicté par une intuition fulgurante, il révélait déjà la future manière impériale d'imposer sa volonté au champ de bataille, manière dont les soldats parleraient encore des années plus tard, lorsqu'ils évoqueraient avec une fierté teintée de nostalgie ces jours où un jeune général encore inconnu de l'Europe entière osa défier les marais, les balles et la logique pour transformer un pont perdu dans la brume en symbole éclatant de victoire. Alors que la nuit approchait lentement, enveloppant les marais d'Arcole d'une pénombre où les ombres se mêlaient aux volutes de fumée, Napoléon Bonaparte ressentait avec une intensité presque physique le poids de l'incertitude qui plane sur toute bataille prolongée, car si ses troupes avaient réussi à maintenir leur pression malgré les pertes et l'épuisement, rien n'était encore joué, les Autrichiens tenant toujours leur position principale et attendant peut-être le moment opportun pour un contre-coup décisif. Mais le général français, qui depuis des heures observait la ténacité des défenseurs ennemis, savait que la clé résidait non dans un assaut frontal définitif, mais dans la capacité d'user l'adversaire mentalement, de briser peu à peu sa confiance jusqu'à provoquer un effondrement soudain, et c'est en gardant cette idée en tête qu'il se mit à réorganiser ses forces pour la journée suivante, avant même que le combat ne fût interrompu, passant d'un groupe à l'autre, encourageant les soldats trempés jusqu'aux os, leur promettant que l'aube leur apporterait l'occasion de renverser la situation, et cette promesse, bien que soutenue davantage par son énergie que par des certitudes objectives, avait le don de réchauffer les cœurs de ces hommes qui, malgré la fatigue, voyaient en lui une force inébranlable, presque surnaturelle, qui puisait dans l'adversité une vigueur nouvelle, de sorte que lorsque les premières lueurs du matin filtrèrent à travers la brume glacée, les colonnes françaises se remirent en mouvement, leurs tambours battant un rythme lent mais régulier, tandis que Bonaparte, les bottes encore couvertes de boue, se tenait déjà sur la digue principale à étudier le terrain et les mouvements ennemis, car il soupçonnait qu'Alvinxi avait reçu des renforts dans la nuit et qu'un nouvel effort autrichien se préparait, mais loin de s'en inquiéter, il comptait s'en servir, car si les Autrichiens se concentraient encore sur le pont, cela laissait aux manœuvres françaises sur les flancs l'espace nécessaire pour s'accomplir pleinement. Et ainsi, sous ses ordres, les divisions se déployèrent, cherchant à contourner les retranchements adverses par les diguettes étroites qui serpentaient au milieu des marais, dans une marche périlleuse où le moindre faux pas pouvait être fatal, car les canaux étaient de profonds, les berges glissantes et la boue implacable, mais les soldats avançaient malgré tout, soutenus par la conviction qu'ils participaient à un moment décisif. Et à mesure que le soleil encore pâle montait dans le ciel, les échanges de feu reprirent, d'abord sporadiques, puis de plus en plus denses, jusqu'à ce que le grondement de la bataille devint continu, ponctué par les cris des blessés, les ordres des officiers et le sifflement des balles qui ricochaient sur les digues, et Bonaparte, tout en surveillant l'évolution du combat, continuait d'envoyer des ordres précis, souvent transmis par des aides de camp qui risquaient leur vie à chaque traversée des lignes, car la configuration du terrain rendait toute communication hasardeuse, mais c'était précisément cette difficulté qui donnait à la bataille d'Arcole son caractère unique. Une lutte où le génie tactique du commandement devait composer avec un environnement hostile et imprévisible, et où la moindre hésitation pouvait entraîner une débâcle, c'est pourquoi Bonaparte répétait inlassablement à ses officiers que la clé résidait dans la rapidité, la flexibilité et la coordination, trois qualités qui, combinées, pouvaient compenser la supériorité numérique autrichienne. Et alors que les Français intensifiaient leurs efforts, les Autrichiens commencèrent à montrer des signes de désorganisation, car leurs lignes, étirées pour couvrir les multiples accès, peinaient à maintenir une cohérence parfaite. Et ce fut à ce moment précis que Bonaparte décida d'accentuer la pression sur leur centre afin de les fixer définitivement, donnant l'impression que le pont restait l'objectif principal, tandis que les mouvements sur les flancs s'accéléraient, menaçant désormais réellement les communications ennemies, et peu à peu, les Français parvinrent à progresser, chaque mètre arraché au marais étant salué par des clameurs, non par triomphalisme, mais par soulagement, car ces avancées constituaient autant de preuves que l'impasse pouvait être brisée,
Et au milieu de ces efforts, Napoléon demeurait imperturbable, presque froid dans son analyse, même lorsque les balles sifflaient autour de lui ou que des obus venaient exploser à proximité, projetant de la boue sur son manteau, car il savait que sa présence visible galvanisait ses soldats, et en cela, il rejoignait les grands capitaines de l'histoire. Persuadé qu'un chef devait parfois se montrer sous le feu pour insuffler à ses troupes l'audace nécessaire, et au fil des heures, cette audace se transforma peu à peu en réalité tactique, car les Autrichiens, incapables de deviner quel serait l'effort principal français, hésitaient à redistribuer leurs forces, et cette hésitation allait devenir fatale. Mais avant cela, plusieurs assauts furent encore nécessaires, chacun apportant son lot de confusion, de fumée, de cris et de bravoure. Car les combats sur les digues étroites étaient d'une violence extrême, les hommes se battant parfois si près les uns des autres qu'ils pouvaient voir la vapeur de leur souffle dans l'air froid, et malgré la boue qui ralentissait tout mouvement, malgré les armes humides qui s'enraillaient, chacun savait que céder était impossible, car derrière eux se tenait non seulement leur général, mais l'idée même d'une campagne victorieuse, d'un avenir où la République triompherait définitivement en Italie, et plus tard, lorsque les vétérans raconteraient Arcole, ils insisteraient toujours sur cette impression d'être suspendus dans un espace réduit, oppressant, où la volonté des hommes comptait presque autant que les armes. Et au milieu de cette lutte âpre, Napoléon continuait de penser à l'ensemble du théâtre d'opération, car il savait que la victoire ici entraînerait un effet domino sur toute la région, forçant les Autrichiens à se replier vers l'est et ouvrant la voie à la conquête de Vérone, puis potentiellement à de nouveaux renversements stratégiques dont dépendait l'avenir de la campagne. Et ainsi il ne cessait de pousser ses troupes, leur rappelant que l'ennemi faiblissait, qu'il suffisait d'un dernier effort pour faire basculer la bataille, et effectivement, alors que la lumière de l'après-midi pâlissait lentement, les Autrichiens commencèrent à céder du terrain, incapables de contenir les attaques combinées françaises, et cette évolution, d'abord discrète, devint peu à peu visible sur l'ensemble du front, annonçant la possibilité que le pont d'Arcole, ce point de résistance symbolique, tomba enfin entre les mains françaises, transformant ainsi une bataille incertaine en victoire éclatante. Et cette perspective, encore fragile mais désormais tangible, animait chaque soldat d'une énergie renouvelée, tandis que Bonaparte, le regard fixé sur les lignes ennemies, murmurait presque pour lui-même que le moment venait où l'histoire basculerait. Et lorsque l'après-midi s'avança vers son déclin, enveloppant les plaines marécageuses d'une lumière dorée qui se reflétait sur les eaux stagnantes, Napoléon Bonaparte comprit que l'instant décisif était enfin venu, cette minute rare où la somme des efforts accumulés, des sacrifices consentis et des calculs audacieux convergent vers un point unique. Et dans cet éclat presque irréel, il ordonna à ses divisions de donner tout ce qu'il leur restait, de pousser l'offensive jusqu'à rompre complètement les positions autrichiennes, et sous cet ordre, les tambours reprirent un rythme plus ferme, les officiers agitèrent leurs épées, et les soldats, les uniformes détrempés, les visages noircis par la poudre, s'élancèrent une nouvelle fois sur les digues étroites, déterminés à achever ce qui avait commencé la veille, tandis que les Autrichiens, déjà ébranlés, tentaient désespérément de maintenir une ligne cohérente, mais la confusion grandissait dans leurs rangs, car ils ne savaient plus d'où viendrait l'effort principal français, et chaque mouvement sur leur flanc semblait annoncer une percée imminente, si bien que leur résistance, pourtant farouche, commença à vaciller. Et à ce moment, Bonaparte, observant depuis un point légèrement élevé, sentit que le moment d'exploiter cette faiblesse était arrivé. Il donna alors l'ordre aux troupes de Masséna de presser l'aile gauche autrichienne, tandis qu'Augereau redoublait d'efforts au centre en direction du pont, créant ainsi une double tension qui força Alvinci à disperser ses réserves, affaiblissant encore davantage son dispositif. Et au fur et à mesure que les Français avançaient, la rumeur d'une victoire proche se répandait dans leurs rangs, non pas comme un éclat de joie, mais comme une certitude intérieure, une force silencieuse qui propulsait les hommes en avant malgré la fatigue et les marais, et alors que les Autrichiens tentaient un ultime regroupement pour défendre le pont, l'un de leurs points les plus symboliques, les Français déclenchèrent une charge déterminante qui, dans un tumulte de cris, de fumée et d'éclats de bois, parvint enfin à les repousser de l'autre côté, brisant leur dernière ligne de défense, et lorsque le drapeau français fut planté sur cette passerelle étroite, glissante et maintes fois disputée, un souffle presque irréel traversa les troupes.
mêlé de soulagement, d'incrédulité et de fierté, tandis que Bonaparte, resté en arrière le temps de vérifier l'avancée générale, arriva à son tour et contempla la scène, conscient que ce moment constituait non seulement une victoire tactique, mais un jalon fondateur de son ascension, car la prise du pont d'Arcole signifiait la rupture du dispositif autrichien dans toute la région, forçant Alvinci à battre en retraite et ouvrant à l'armée française la possibilité de poursuivre son offensive en Vénétie, consolidant ainsi la domination républicaine en Italie. Mais pour les soldats présents ce jour-là, la grandeur de l'événement ne résidait pas uniquement dans la stratégie ou les conséquences politiques, elle se nichait surtout dans le souvenir du général qui, au plus fort du combat, avait saisi un drapeau et tenté de franchir lui-même le pont sous une pluie de balles, geste insensé pour certains, héroïque pour d'autres, mais dans tous les cas inoubliable, car il symbolisait la fusion exceptionnelle entre un chef et ses troupes, et les témoins rapportèrent plus tard que même les plus endurcis d'entre eux, ceux qui avaient déjà survécu à de nombreuses batailles, se souvenaient d'Arcole comme d'un moment où la volonté d'un seul homme semblait avoir pesé presque autant que des régiments entiers, et cette impression persista longtemps dans l'imaginaire collectif, transformant l'épisode en mythe fondateur, même si la réalité fut bien plus nuancée, faite de confusion, de boue, d'erreurs et d'improvisation, mais c'est précisément cette alchimie entre le réel et la légende qui donna à Arcole sa place unique dans l'histoire. Car une victoire aussi difficile, obtenue dans un terrain aussi ingrat et contre un adversaire déterminé, constituait la preuve éclatante que le jeune Bonaparte n'était pas seulement un brillant tacticien, mais un chef capable de façonner le cours des événements par sa force intérieure. Et certains historiens affirmèrent plus tard que c'est sur les planches étroites du pont d'Arcole, dans ce mélange de courage, de témérité et d'intuition, que commença réellement la légende napoléonienne, non pas en tant qu'empereur futur, mais comme meneur d'hommes, esprit visionnaire et stratège hors pair, et lorsque les troupes françaises, après plusieurs heures de combat encore, parvinrent à sécuriser toute la zone environnante et à s'assurer de la retraite autrichienne, Bonaparte fit rassembler ses officiers pour évaluer les pertes, rendre hommage aux morts et préparer déjà les opérations suivantes, car il savait que la guerre n'était pas terminée, que la campagne d'Italie exigerait encore des batailles et des sacrifices, mais il savait aussi que le moral de son armée venait de franchir un seuil décisif. Car après Arcole, rien ne semblait impossible aux soldats français, et cette certitude, fragile et puissante à la fois, devint l'un des moteurs essentiels de leurs succès ultérieurs, si bien qu'en quittant les marais encore fumants de la bataille, chacun emporta avec lui le souvenir d'un jour où la République avait triomphé contre l'adversité, et où son général, couvert de boue mais auréolé de victoire, marchait silencieusement parmi eux, la tête pleine de projets, déjà tournés vers les horizons que cette victoire venait de lui ouvrir, et longtemps encore, les vétérans du pont d'Arcole raconteraient à leurs enfants et petits-enfants comment, dans ces jours de brume et de tempête, ils avaient de vue naître la gloire de Napoléon Bonaparte.